Bonjour Jean-Yves Gana. Bonjour Liselotte, comment allez-vous? Très bien et vous? Eh écoutez, très bien, très bien, très bien. J'espère que la séquence d'aujourd'hui sera moins animée que celle de la semaine dernière. Bon, nous on l'espère pas Jean-Yves, nous on aime bien vos petits succès. Mais écoutez, non, je vais vous parler de quelque chose de plus apaisé normalement aujourd'hui, puisque vous le savez, je vais vous parler d'héritage suite à la déclaration de Yaël Braun-Pivet. Pour les auditeurs qui n'auraient pas suivi, tandis qu'elle était invitée de l'émission Les Quatre Vérités de Gilles Bernstein, Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, a évoqué l'héritage comme un truc qui tombe du ciel, et elle a ajouté: on voit bien que la circulation des richesses de génération en génération ne se fait pas bien, et ça n'est pas sain. Voilà, appelant ainsi à taxer davantage les héritages. Alors évidemment, face au flot de réactions sur les réseaux sociaux, elle a tenu à préciser sa pensée, expliquant que ce qu'elle visait, c'était les super héritages, les héritages colossaux qui se transmettent de génération en génération. Ce qui, à titre personnel, dit comme ça, pourrait ne pas me choquer. Après tout, on peut bien réfléchir à taxer les gens qui sont extrêmement riches sans les dépouiller pour autant. Mais pourquoi faire? On peut bien taper quelques millions dans certaines familles, loin d'être dans le besoin, mais qu'en fait-on? A-t-on intérêt à les faire fuir? Leur héritage est-il systématiquement le fruit de spéculations malsaines? Sont-ils coupables? Voilà, autant de questions qui se posent, et connaissant la voracité de l'État et la propension aux raquettes de notre chère République française, on peut s'inquiéter légitimement de savoir où commencent les super héritages et qui va mettre la main à la poche, ou plutôt, qui va recevoir la main de l'État dans sa poche. Parce que c'est plutôt comme ça que ça se passe. Euh, Personnellement, depuis que je suis enfant, j'entends qu'on va taxer les riches et libérer les classes laborieuses du joug fiscal. Mais vraiment, quel que soit le politicien, quelle que soit sa couleur politique. Et depuis que je suis enfant, je constate que les classes moyennes, les entrepreneurs, les petites fortunes se font écraser, tandis que les fameux ultra riches ont les moyens de prendre la poudre d'escampette ou d'échapper à une bonne partie de leurs obligations fiscales via des montages financiers. Et ceci donne le sentiment, comme le disait notre président émérite et désormais incarcéré, Sarkozy, que la gauche ne veut pas moins de pauvres, elle veut juste qu'il y ait plus du tout de riches. Moi, c'est l'inverse. Je ne veux plus de pauvres et je veux plus juste plus de riches. Mon l'imitation est un petit peu médiocre, mais Non, ça va, on a j'aurais reconnu Jean-Yves. j'aurais tenté de mettre un petit peu de joie dans le quotidien des sarkozystes qui sont si nombreux à Radio Courtoisie, j'imagine. Euh, Bon, en réalité, même après le super quinquennat de Sarkozy, ce sont toujours les mêmes qui payent. Et c'est surtout cette haine de la transmission qui est à mettre en parallèle avec la proposition complètement hallucinante faite par le député Les Républicains Philippe Juvin. Est-ce que vous avez suivi cette histoire, chère Liselotte? Bah non, mais vous allez nous l'expliquer, enfin, de loin, mais j'attends que vous l'expliquiez aux auditeurs, évidemment. Alors, le député LR Philippe Juvin a fait un amendement, je crois, je crois que c'est dans les débats autour de la taxe Zuckman, mais j'en suis pas sûr. Bon. En tout cas, il a fait un amendement, pardon, lors d'une commission parlementaire pour permettre aux locataires HLM de devenir propriétaires de leur habitation après 20 ans d'occupation. Euh, En gros, l'idée, c'est de dire s'ils se tiennent bien, s'ils n'ont pas de problème avec le voisinage, s'ils payent leur loyer, ils peuvent être propriétaires du HLM, donc d'un habitat qui appartient à l'État à l'origine et qui est à loyer modéré. Ce que ça signifie en gros, hein, c'est qu'on va taxer les héritages des gens normaux, après les avoir bien pressurisés toute leur existence, parce qu'avant l'héritage, avant la taxe sur l'héritage, il y a toutes les taxes du vivant des gens, pour permettre à des gens non seulement d'obtenir des loyers modestes, ça pourquoi pas, mais en plus d'acquérir par ce biais des logements. Je trouve que c'est vraiment le nivellement par le bas. D'ailleurs, sans surprise, cette proposition a été jugée intéressante par mon ami Jean-Philippe Tanguy, qui sait pourtant, j'imagine, que les logements sociaux sont majoritairement peuplés de Français de papier et que la loi SRU les a disséminés partout en France contre la volonté de la plupart des maires et des populations confrontées à ce dispositif. Voilà, on voit là une frange du RN, c'est étonnant, mais qui vient en soutien du grand remplacement. Bref, passons. Cette proposition de Juvin, tout comme cette phrase de Madame Braun-Pivet, sont tout particulièrement injustes pour les millions de travailleurs pauvres et écrasés d'impôts qui, chaque soir après le boulot, retapent leur maison dans le but d'avoir quelque chose à léguer à leurs enfants. Injuste aussi pour les gens plus aisés d'ailleurs, qui ont parfois travaillé dur pour conserver ou faire fructifier ce qu'ils avaient reçu. Et puis, quand bien même il y aurait des gens aisés qui ne méritent pas leur chance, que ferait la République française de leurs immeubles parisiens et de leurs jolis meubles, des logements sociaux, des salles de shoot, des backrooms inclusifs pour le prolétariat LGBT? La réalité, c'est que
Ces deux propositions traduisent une seule et même philosophie, c'est la haine de la lignée. Parce que ce que toute l'histoire de France nous enseigne, c'est que des générations et des générations se sont succédées avec une seule et même préoccupation, transmettre. C'est même d'ailleurs l'une des caractéristiques de l'homme blanc, selon le livre de Rushdie, qui s'appelle donc Qui sont les Blancs et qui parle de l'héritage de l'ère glaciaire sur l'homme blanc et qui dit que ceci a façonné les Européens dans leur souci de l'après, de la survie, du durable et de la transmission. Une transmission qui est le plus souvent matérielle, certes, qui est celle du paysan qui fait fructifier son lopin de terre et qui veut qu'on le cultive après lui, qui est viscéralement attaché et d'ailleurs auquel les héritiers sont également attachés. Vous avez entendu parler, j'imagine, Liselotte, puisqu'on en avait déjà discuté, de ce jeune de 18 ans qui est parvenu dans le Lot à racheter aux enchères la ferme de ses grands-parents placée en liquidation. Petit rappel pour les auditeurs, dans le Lot, un jeune agriculteur s'était battu pour racheter la ferme de ses grands-parents, donc placée en liquidation. Un boomer parisien avait surenchéri à la dernière minute pour rafler l'affaire parce que tous les paysans du coin s'étaient mis d'accord pour ne pas surenchérir. Bon, in fine, face à la pression populaire, ce monsieur venu de Paris a retiré son offre et ce jeune paysan a pu récupérer la terre et l'exploitation de ses aïeux. Mais derrière cet attachement à la terre, il y a aussi une transmission qui est culturelle, religieuse, ethnique. On se lègue des terres et des maisons, on habite les mêmes lieux, on reproduit les mêmes gestes, et l'on a donc les mêmes croyances, la même façon de penser. Dont Gérard disait, les rites, c'est la pensée en actes. Et bien, en conséquence, les actes répétés 1000 fois, génération après génération, façonnent nos pensées et nos croyances, notre manière d'être, et l'ensemble de ce que l'on va transmettre. Et je crois que c'est cet ensemble que nos pseudo-élites républicaines, pourtant infiniment plus riches que nous, détestent. J'imagine que c'est ce qu'a voulu exprimer Éric Tegner quand il a déclaré Yaël Braun-Pivet est la finition du macronisme, c'est le mariage d'Alain Minc, l'argent roi, et de Jacques Attali, l'homme nomade. Et voilà qu'il a été accusé à cause de cela d'antisémitisme, comme s'il était responsable de la judéité de Minc, Attali, Braun-Pivet, dont il n'a fait que reprendre les propos et souligner la philosophie mondialiste et macrono-compatible. C'est évidemment un procès ridicule, d'autant plus ridicule que Frontières ne manque pas depuis le 7 octobre de défendre les Juifs et l'État d'Israël, allant même jusqu'à dénoncer les antisémites de gauche très régulièrement. Voilà. D'ailleurs, entre nous, je pense que ce qui a fait monter, en tout cas ce qui fait monter en partie le rejet des Juifs, c'est bien sûr l'immigration massive, mais aussi ces perpétuels procès en antisémitisme auxquels on assiste à longueur de journée et dont est victime Éric Tegner aujourd'hui. Voilà. Mais ça, c'est un héritage non taxable, cette fois, du MRAP, de l'international trotskiste, qui avait été réservé longtemps à Jean-Marie Le Pen et auquel désormais plus personne n'échappe. Merci Jean-Eudes pour cette chronique. Et puis vous restez avec nous encore quelques instants. Il nous reste 4 minutes. J'aimerais bien qu'on développe ce dernier point en ce qui concerne l'héritage. Je pense que vous avez tout dit. Et puis il n'y a qu'à voir la façon dont les jeunes générations se battent pour pouvoir récupérer la maison de leurs grands-parents, celle dans laquelle ils ont pu passer leurs vacances, parfois de vrais sujets. Enfin, la presse, notamment locale, en fait régulièrement état. Mais sur ce dernier point, puisque vous dériviez ensuite sur ces accusations d'antisémitisme, et il est effectivement assez effarant de voir la façon avec laquelle désormais, dès qu'on critique quelqu'un, si jamais par malheur ou par bonheur il se trouve qu'il est d'origine juive, eh bien c'est l'axe principal du débat. Il n'y a plus aucune façon de parler du reste de l'accusation, de ce qui a été dit. C'est on va devoir déterminer si oui ou non il s'agit d'antisémitisme, comme si critiquer la parole de quelqu'un qui serait juif désormais serait de facto de l'antisémitisme. C'est d'autant plus ridicule que, à ce compte-là, même Éric Zemmour a été taxé d'antisémitisme durant la dernière campagne présidentielle. Mais en effet, c'est la grosse ficelle. Vous voyez, j'en ai fait les frais la semaine dernière face à mon contradicteur. Quand on est à court d'arguments, il y a d'abord vous êtes raciste et si jamais ça ne fonctionne pas, vous êtes antisémite. Là, c'est le totem. C'est assez insupportable et ça se fait d'ailleurs toujours à notre détriment. Moi, j'ai le sentiment que quand on est de droite et qu'on joue ce jeu-là en pensant jouer un mauvais tour à la gauche, en disant à la gauche vous êtes raciste, vous êtes antisémite, en réalité, je pense qu'en reprenant ses armes à elle, ça finit toujours par se retourner contre nous. J'avoue que j'éviterais, moi, cette manière de faire. Voilà, et effectivement, stratégique a largement
emploie Éric Tegner. Et donc, parce qu'on sait que Frontières, comme le rappelle Éric Tegner lui-même, s'est engagé dans le combat contre l'antisémitisme après le 7 octobre. Ils ont largement pris fait et cause pour la cause israélienne. Et effectivement, d'une certaine façon, ils alimentent cette idée selon laquelle être antisémite pourrait venir mettre fin au débat, ou en tout cas accuser quelqu'un d'antisémite viendrait décrédibiliser d'emblée son propos, quand bien même il n'aurait rien à voir. Est-ce que vous n'avez pas la sensation qu'en même temps cet argument s'essouffle un petit peu, puisque les Français, eux, je pense actuellement, même avec tous ces débats sur le budget, ont tendance à considérer un peu plus les problèmes de leur quotidien, et donc ces espèces de passes d'armes idéologiques sur des plateaux télé parisiens, à mon avis, sont assez loin de leurs préoccupations. Ah, je pense que c'est comme souvent dans les stratégies politiques à trois bandes, c'est totalement déconnecté de ce que vivent et de ce que ressentent les Français. Oui, 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 tout à fait. Ben, on parlait d'héritage. Je pense que les gens sont plus intéressés par la manière dont ils vont pouvoir transmettre ce qu'ils ont bâti au cours de leur existence Mm. à leurs enfants, plutôt que de savoir si c'est ou non raciste et antisémite, etc. Ça, c'est clair. Merci beaucoup Jean-Hugues Gana pour cette chronique et puis ce beau rappel de ce qu'est notre héritage. Je pense que beaucoup d'auditeurs le chérissent et ont à cœur de le transmettre. Donc je suis sûre que ça aura résonné dans leurs oreilles. Merci Avec beaucoup. plaisir. Je vous Bonne dis journée. à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.